Chapitre 12. Nécromancie. Plus je descendais vers le sud, plus le froid augmentait. La pluie se changea bientôt en neige. J'étais fatiguée, et j'aurais préféré rentrer directement à la maison de l'épouvanteur. Seulement, j'avais promis à Alice d'aller d'abord la voir, et j'avais l'intention de tenir ma parole. Lorsque la ferme de la lande apparut, il faisait déjà nuit. Le vent était tombé, et le ciel s'était éclairci. La pleine lune, réverbérée par la neige, donnait au paysage un éclat inhabituel. Au-delà du domaine, le lac était un sombre miroir où se reflétaient les étoiles. La maison elle-même était plongée dans le noir. En hiver, les fermiers du comté se couchent de bonne heure. Aussi cela ne m'étonnait pas. J'espérais cependant qu'Alice aurait pressenti mon retour et qu'elle mettrait le nez dehors pour m'accueillir. Je sautai une barrière et traversai un champ pour rejoindre le groupe de bâtiments délabrés. Une étable se dressa devant moi. Intrigué par un bruit insolite, je m'arrêtai devant le portail ouvert. Quelqu'un pleurait. Je franchis le seuil et les bêtes s'agitèrent nerveusement. Je fus aussitôt suffoqué par la puanteur. Ce n'était pas les chaudes émanations animales, ni celle de la bonne boue bien saine, mais l'odeur aigre de vaches et de porcs aux intestins dérangés. Ce troupeau était malade et mal soigné. Les choses avaient visiblement empiré depuis les journées que j'avais passées à la ferme. J'eus soudain conscience que quelqu'un me regardait. Je reconnus M. Hertz, assis sur un tabouret à traire, éclairé par un rayon de lune. Ses joues ruisselaient de larmes. Il leva vers moi un visage bouleversé. Comme je marchais vers lui, il se redressa brusquement. « Va-t'en, laisse-moi » cria-t-il en me menaçant du poing. Il tremblait de la tête aux pieds. Je fus saisie de le voir dans cet état, car il s'était toujours montré débonnaire. Il paraissait désespéré et à bout de nerfs. Je reculai, empli de compassion. Morgane avait encore dû le traiter avec rudesse. Ne sachant trop que faire, je pensais que le mieux serait de parler à Alice. Je traversai la cour. Il n'y avait pas le moindre lumière derrière les carreaux, et j'hésitais sur la conduite à tenir. Alice devait dormir profondément, pour n'avoir pas deviné mon arrivée. J'attendis un moment, mon souffle se transformant en vapeur dans l'air froid. Puis j'avançai jusqu'à la porte de derrière et toquai 2 fois. Presque aussitôt, la porte pivota sur ses gonds en grinçant, et Madame Hertz passa la tête dans l'entrebâillement, clignant des yeux à la clarté de la lune. « Il faut que je parle à Alice, dis-je. « Entre vite, m'invita-t-elle à voix basse. Je la remerciai et pénétrai dans le hall, secouant de mon mieux la neige collée à mes bottes. Devant moi, je vis les 2 portes. Celle de droite était fermée, mais la porte noire était entr'ouverte, et on devinait à l'intérieur la lueur dansante d'une chandelle. Madame Hertz tendit le doigt. « Vas-y !» Je marquai un temps d'hésitation, me demandant ce qu'Alice pouvait bien fabriquer dans la chambre de Morgane. Puis je me décidai. L'air sentait le suif. Une épaisse bougie de cire noire brûlait dans un lourd chandelier de cuivre. À l'extrémité de la table, le visage tourné vers la flamme, se tenait une silhouette encapuchonnée. Un visage se leva vers moi, la bouche étirée en un sourire sarcastique. C'était Morgane. Là encore, mon premier réflexe fut de m'enfuir. J'entendis alors dans mon dos 2 bruits caractéristiques, une porte qu'on claquait et un verrou qu'on tirait. La fenêtre, au fond de la pièce, était dissimulée par un épais rideau noir. Il n'y avait aucune autre issue. J'étais piégée. Je regardais autour de moi, examinant le carrelage nu, la chaise vide qui semblait m'attendre. Il faisait froid, je frissonnais. L'âtre ne contenait que des cendres grises. « Assieds-toi, Tom, » fit Morgane. « Nous avons à discuter. » Comme je ne bougeais pas, il me désigna le siège en face de lui. « Je suis venu parler à Alice, » rétorquai-je. « Elle nous a quittés. Elle est partie voilà 3 jours. »« Partie ? Partie où ?»« Elle n'en a rien dit. Ce n'est pas une bavarde, Alice. Elle n'a même pas pris la peine de nous annoncer son départ. La dernière fois que tu es entré dans cette pièce, Tom, c'était en voleur, avec cette fille à tes côtés. Mais oublions ça, tu es le bienvenu à présent. Aussi, je t'y invite de nouveau. Assieds-toi. » En plein désarroi, j'obéis, gardant mon bâton fermement serré dans ma main gauche. Comment avait-il appris notre intrusion? Et Alice, où était-elle allée? Elle n'était tout de même pas retournée à Pendle. J'étais très inquiet pour elle. Levant les yeux, je rencontrai le regard de Morgane. Il repoussa son capuchon, découvrant sa tignasse emmêlée, qui me parut plus grisonnante que le jour où je l'avais vue à Chipenden. La lueur de la chandelle creusait des lignes profondes sur son visage buriné. « Je pourrais t'offrir du vin, » déclara-t-il, « mais j'évite de boire lorsque je travaille. »« Je ne bois pas de vin. »« Non,
Tu manges plutôt du fromage, fit-il moqueur. Je ne répliquai rien, et il reprit un air grave. Soudain, il se pencha et souffla la flamme, plongeant la chambre dans une obscurité totale. L'odeur de suif s'intensifia. « Il n'y a plus ici que toi, moi et le noir. As-tu le courage de le supporter? Es-tu prêt à devenir mon apprenti ?» Morgan venait d'employer les mêmes paroles que mon maître dans la cave de la maison hantée de Horchot, où il m'avait emmené le premier jour de mon apprentissage. Il m'avait fait subir cette épreuve pour juger si j'étais ou non du bois dont on fait les épouvanteurs. Lui aussi, il avait prononcé ces mots au moment où la chandelle s'était éteinte. « Quand tu es descendu dans cette cave, il était assis dans le coin, n'est-ce pas? Et il s'est levé à l'instant où tu t'es approché, » poursuivit Morgan. « Il s'y prend toujours de cette façon. Quoi que ce soit pour toi, pour moi ou pour les 2 douzaines d'autres. Le vieux fou est tellement prévisible. Rien d'étonnant qu'il ne garde pas ses apprentis bien longtemps. « Vous êtes resté 3 ans, murmurai-je. « Ah, tu as retrouvé ta langue. Tant mieux. Je vois qu'il t'a parlé de moi. A-t-il employé des termes louangeurs? Pas vraiment. Ça ne m'étonne pas. Il t'a expliqué pourquoi j'avais abandonné l'apprentissage? Mes yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité. Je distinguais les contours de sa tête, en face de moi. J'aurais pu lui rapporter ce que m'avait dit mon maître à son sujet, qu'il manquait de rigueur et n'était pas fait pour ce travail. Au lieu de ça, je l'interrogeai à mon tour. « Qu'attendez-vous de moi? Et pourquoi a-t-on verrouillé la porte ?»« Pour que tu ne puisses pas filer. Ainsi, tu n'as pas le choix. Tu dois rester pour écouter ce que je veux te donner à entendre. Ce sera la première leçon de ton nouvel apprentissage. Tu as déjà eu affaire à des morts, mais je vais enrichir tes connaissances considérablement. »« Pourquoi feriez-vous ça ?» le défiai-je. « Monsieur Grégory m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir. »« Commençons par le commencement, Tom, » répliqua Morgan. « D'abord, les fantômes. Que peux-tu dire à leur sujet ?» Je résolus de me montrer docile. Si je lui permettais d'aller au bout de son idée, peut-être me laisserait-il partir retrouver mon maître. Je récitais donc. La plupart des fantômes restent à proximité de leurs ossements. D'autres hantent les lieux où ils ont souffert ou ceux où ils ont commis un crime. Ils ne sont pas libres de leurs mouvements. Bonne réponse, fit Morgan. Une trace de raillerie dans la voix. Je suis sûr que tu as noté tout cela dans ton cahier, en bon petit apprenti. Il y a cependant une chose que le vieux fou ne t'a pas enseignée. Il n'en a pas fait mention parce que la question le dérange. Où vont les morts après qu'ils ont rendu leur dernier souffle? Je ne parle pas de spectres ni de fantômes. Je parle des autres, l'immense majorité des morts, les gens comme ton père. À ces mots, je me redressai sur ma chaise, le regard fixé sur Morgan. « Qu'est-ce que vous savez sur mon père ?» l'interpellai-je avec colère. « Comment avez-vous appris qu'il était mort ?»« Chaque chose en son temps, Tom. Chaque chose en son temps. J'ai des pouvoirs que ton maître ne possédera jamais. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Où vont les morts après leur mort? Selon l'Église, le séjour des morts comporte le ciel, l'enfer, le purgatoire et les limbes. Je n'ai pas de certitude là-dessus, et M. Grégory n'en dit jamais mot. Je crois cependant que l'âme survit. On m'avait enseigné que le purgatoire était un lieu où les âmes attendaient d'être purifiées, avant d'être jugées dignes d'entrer au ciel. Les limbes sont un concept beaucoup plus mystérieux. Selon les prêtres, elles accueillent les âmes des non-baptisés, qui, même s'ils n'ont pas commis de grands péchés, ne sont pas admis au ciel. « Qu'est-ce que l'Église en sait ?» fit Morgan avec mépris. « Voilà le seul point sur lequel nous sommes d'accord, le vieux Grégory et moi. Vois-tu, Tom, des 4 lieux que tu as mentionnés, les limbes sont de loin les plus intéressants pour quelqu'un comme moi. Ce nom vient du mot latin limbus, qui signifie bord ou marge. Où qu'ils aillent, les morts doivent d'abord traverser cette frontière entre la vie et la mort, et certains ont du mal à y parvenir. Les faibles, les peureux, les coupables reculent, retombent dans notre monde pour devenir des fantômes. Ce sont les plus faciles à contrôler. Même les forts et les justes doivent lutter pour franchir les limbes. Cela leur prend du temps, ce qui me permet de retenir n'importe quelle âme à mon gré, de la contraindre à m'obéir, voire, au besoin, de la faire souffrir. Les morts ont eu leur vie. Pour eux, tout est fini. Nous, les vivants, nous pouvons nous servir d'eux. Je veux ce qui me revient. Je veux la maison de Chipenden et sa grande bibliothèque, où sont enfermées tant de connaissances. Et je veux quelque chose d'encore plus important. Quelque chose que Grégory m'a volé. C'est un grimoire, un livre de sorts et d'incantations, que tu vas m'aider à récupérer. En retour, je t'offre de continuer ton apprentissage sous ma direction. Je t'enseignerai ce que ton maître n'a même jamais rêvé de savoir. Je mettrai un réel pouvoir entre tes mains. Je ne serai pas votre apprenti,
répliquai-je avec irritation. Je suis heureux dans ma situation. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es libre d'en décider? Rétorqua Morgane d'une voix coupante. Il est temps que je te montre ce dont je suis capable. Pour ta propre sécurité, tu vas écouter avec la plus grande attention et garder une parfaite immobilité. Surtout, quoi qu'il arrive, n'essaie pas de te lever. Un profond silence tomba dans la pièce. Je me figeai sur ma chaise, comme on me l'avait ordonné. Qu'aurais-je pu faire d'autre? La porte était fermée à clé, et Morgane était 2 fois plus grand et plus fort que moi. L'attaquer avec mon bâton aurait été trop risqué. Autant entrer provisoirement dans son jeu, tout en guettant l'occasion de lui fausser compagnie. Un bruit léger se fit entendre dans l'obscurité. Un froissement, un tapotement, évoquant une cavalcade de souris sous les lattes d'un plancher. Le froid s'intensifia, signe que ce qui approchait n'appartenait pas à ce monde. Il me rappela celui que j'avais ressenti dans la chapelle. Soudain, loin au-dessus de nos têtes, une cloche se mit à sonner. C'était un glas lugubre, si puissant qu'il faisait vibrer la table et que j'en sentais les trépidations sous mes pieds. Le silence qui suivit fut presque douloureux. J'eus l'impression que mes tympans se bouchaient. Je retins mon souffle, ne percevant plus que le battement sourd de mon cœur et le sang cognant à mes tempes. La pièce était maintenant glaciale. C'est alors que la voix de Morgane monta dans les ténèbres. « Ma sœur, ordonna-t-il, approche et écoute bien. » Un clapotis retentit, comme si un trou ouvert dans le plafond laissait dégouliner un filet d'eau au milieu de la table. Puis une voix s'éleva. Elle ne pouvait sortir que de la bouche de Morgane, mais c'était celle d'une fille. Aucun homme adulte n'aurait su contrefaire ce timbre aigu et cette modulation plaintive. « Laisse-moi aller reposer en paix. » L'eau parut couler plus fort. Il y eut des bruits d'éclaboussure. « Obéis, et tu seras en paix, » cria Morgane. « Il y a encore quelqu'un à qui je souhaite parler. Amène-le ici, et tu pourras retourner d'où tu viens. Un garçon est avec moi, dans la chambre. Le vois-tu » ? « Oui, je le vois, » répondit la voix. « Il vient de perdre un être aimé. Je sens son chagrin. » « Ce garçon s'appelle Thomas Ward. Il pleure son père. Convoque ici l'esprit de son père. » Le froid diminua, l'eau cessa de couler. Morgane m'interrogea. « N'as-tu pas envie de lui parler encore une fois ?» J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Il m'a confié que tous tes frères étaient venus lui dire adieu sur son lit de mort, et toi, tu avais même manqué ses funérailles. Il en était très attristé. Je t'offre une chance de le réconforter. J'étais abasourdi. Comment Morgane pouvait-il savoir cela? Aussi furieux que troublé, je protestais. « Ce n'était pas de ma faute. Je n'ai pas reçu la lettre en temps voulu. »« Eh bien, c'est le moment de le dire par toi-même. » Le froid envahit de nouveau la pièce. Puis une voix s'adressa à moi de l'autre bout de la table. À mon grand effroi, je reconnus la voix de papa. Impossible de s'y tromper. Personne n'aurait pu l'imiter aussi parfaitement. « Il fait noir, » gémit-il. Je peux à peine apercevoir ma main devant mon visage. « Allumez une chandelle, je vous en prie. Allumez une chandelle et je serai sauvé. » Imaginer papa effrayé, seul dans l'obscurité, était insoutenable. J'aurais voulu le rassurer, mais Morgane prit la parole avant moi. « Comment pourrais-tu être sauvé ?» le questionna-t-il d'une voix puissante et impérieuse. « Comment un pécheur tel que toi pourrait-il entrer dans la lumière, un pécheur qui, toute sa vie, a travaillé le jour du Seigneur ?» « Pardonnez-moi, oh pardonnez-moi, Seigneur, » supplia mon père. « J'étais fermier, et chaque jour était un jour de labeur. J'ai travaillé à m'en user les mains. Il n'y avait jamais assez d'heures dans une journée. J'avais une famille à nourrir. Cependant, j'ai payé fidèlement la dîme à l'église. J'ai toujours eu la foi. Et j'ai enseigné à mes fils à distinguer le bien du mal. J'ai accompli tous mes devoirs de père. »« Un de tes fils est ici, » continua Morgane. « Désires-tu lui parler une dernière fois ?»« Oui, oh oui, s'il vous plaît. Est-ce Jack ? Il y a des choses que j'aurais dû lui révéler de mon vivant, des choses non dites que je voudrais lui confier. »« Non, ce n'est pas Jack. C'est ton plus jeune fils, Thomas. »« Tom, tu es là. C'est bien toi ? » Oui, papa, c'est moi, criai-je d'une voix étranglée. C'est moi. Je ne pouvais tolérer de le savoir dans un tel état de souffrance, perdu dans les ténèbres. Qu'avait-il fait pour mériter ça ? Je ne suis pas arrivée à la maison à temps, repris-je les larmes aux yeux. Je n'étais pas là pour ton enterrement. La lettre de Jack m'est parvenue trop tard. Si tu as quelque chose à lui dire, je lui porterai ton message. Dis-lui simplement que je regrette, pour la ferme, mon fils. Je regrette de ne pas lui avoir tout laissé.
Il est mon aîné. La totalité de mes biens lui revenait. Mais j'ai écouté ta mère. Dis-lui que je suis désolée pour cette chambre. » Les larmes roulaient sur mes joues. J'étais choquée d'apprendre que papa et maman n'avaient pas été d'accord à propos de ma part d'héritage. J'aurais voulu promettre de l'abandonner à Jack. Je devais pourtant tenir compte du désir de maman. Je tentais au moins de rassurer mon père. « Ne t'inquiète pas, papa. Tout ira bien. Je vais en parler à Jack. Cela ne causera aucune dispute dans la famille, je te le promets. »« Tu es un bon garçon, Tom, » reprit-il avec gratitude. « Un bon garçon ? Vraiment ?» railla Morgan. « C'est le fils que tu as confié à un épouvanteur ? Tu as eu 7 fils, et tu n'as pas offert un seul au service de l'Église ? » « Oh, pardon, aucun de mes fils a ressenti la vocation, aucun n'a désiré devenir prêtre. J'ai fait de mon mieux pour leur donner à chacun un métier honnête. Lorsqu'est venu le tour du plus jeune, sa mère a souhaité qu'il devienne l'apprenti d'un épouvanteur. J'y étais opposée et nous nous sommes disputés à ce sujet comme jamais auparavant. En fin de compte, j'ai cédé parce que je l'aimais et je ne pouvais l'empêcher de réaliser ce qu'elle avait mis tant de cœur à mener à bien. J'ai été faible, j'ai fait passer mon amour humain avant mes devoirs envers Dieu. »« Oh oui, ce que tu as fait, tonna Morgan. Il n'y a pas de miséricorde pour les pécheurs tels que toi. Tu vas désormais souffrir les peines de l'enfer. Sens-tu les flammes commencer à lécher ta chair? Sens-tu monter la chaleur infernale? Non, Seigneur, je vous en supplie, épargnez-moi ce supplice. Je ferai ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. » Je bondis sur mes pieds fou de colère. C'était Morgan qui tourmentait mon père, qui obligeait à se croire en enfer. « Ne l'écoute pas, papa !» criai-je. « Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de douleur. Va en paix, va vers la lumière. » En 3 pas, je fus à l'autre bout de la table. De toutes mes forces, j'abattis mon bâton sur la silhouette encapuchonnée. Elle s'effondra sans un cri, et la chaise renversée rebondit sur les dalles. Tirant vivement de ma poche mon briquet et mon bout de chandelle, j'allumai la mèche et regardai autour de moi. La chaise gisait sur le sol, un manteau noir étalé dessus. Je remuai les plis du bout de mon bâton. Il ne dissimulait rien. Morgane s'était évaporée. Le bois de la table était sec, sans la moindre flaque d'eau. Appuyée au chandelier de cuivre, il y avait une enveloppe noire. Je m'en saisis. Elle était scellée par un cachet de cire et portait ces mots. « À mon nouvel apprenti, Tom Ward. » Je brisai le cachet et dépliai une feuille de papier sur laquelle je lus. « Tu sais à présent de quoi je suis capable. J'ai piégé ton père dans les limbes. J'ai le pouvoir de l'évoquer chaque fois que je le désire, et de lui faire croire ce qu'il me plaît. Il n'y a pas de limite aux souffrances que je peux lui infliger. Si tu veux le sauver, obéis à mes ordres. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui se trouve dans la maison de Grégory. Au grenier, dans un secrétaire fermé à clé. Il y a une boîte en bois contenant un grimoire. Dans ce livre sont consignés des sorts et des incantations puissants. Il est relié de cuir vert. Un pentacle d'argent est incrusté sur la couverture. 3 cercles concentriques entourant une étoile. Il m'appartient. Rapporte-le-moi. Deuxièmement, ne parle à personne de ce que tu as vu. Troisièmement, consens à être mon apprenti et à rester à mon service pendant une période de 5 ans à compter d'aujourd'hui. Si tu refuses, ton père en subira les conséquences. Pour signaler ton accord, frappe 3 fois sur la table. La porte est déverrouillée. Quelle que soit ta décision, tu es libre de partir. À toi de choisir. Morgan. Je ne supportais ni l'idée que l'esprit de mon père fût soumis à de tels tourments, ni celle de devenir l'apprenti de Morgan. Néanmoins, lui laisser croire que j'avais accepté éviterait des souffrances à papa et me donnerait le temps de consulter l'épouvanteur. Lui, il saurait quel parti prendre. Malgré ma répugnance, je cognai donc 3 fois et retins mon souffle. Rien ne se produisit. La pièce resta silencieuse. Je poussai la porte qui s'ouvrit. Le verrou avait été tiré sans que je l'eusse entendu. Je revins jusqu'à la table, soufflai ma bougie, ramassai mon briquet et remis le tout dans ma poche. Puis, reprenant mon bâton, je quittai la pièce et sortis de la maison. Je faillis tomber à la renverse sous l'effet de la surprise. Il faisait grand jour. La neige étincelait au soleil, qui devait être levé depuis un bon moment. Je croyais n'avoir passé qu'une 20aine de minutes dans cette chambre. Or, plusieurs heures s'étaient écoulées. Je n'avais aucune explication au phénomène dont j'avais été témoin. Mon maître m'avait prévenu que Morgan était un homme dangereux, qui frayait avec l'obscur. Je n'avais pas soupçonné qu'il possédait de tels pouvoirs. La perspective d'avoir à l'affronter de nouveau n'était pas pour me rassurer. Je m'élançai dans la neige à grandes enjambées, impatient de regagner la maison de l'épouvanteur.